Lundi 14 juin de l'an 2021, bonsoir, bienvenue. Tout de suite les titres du journal. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2021 a débuté ce lundi 14 juin 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Du 14 au 16 juin, 145 934 candidats vont plancher pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle. Les détails dans ce journal. La liberté de la presse, selon plusieurs observateurs, estiment qu'elle serait bafouée sous le régime Talon. Vous suivrez dans cette édition Agapite Napoléon Maforican qui dit que la presse est bel et bien libre sous ce régime et mise devant le sens élevé de la responsabilité. À Lokossa, Ezaïe FC s'est incliné face à Beke FC. Un but contre 2. Les poulains de Mathias Deguenon ont présenté une pâle figure devant des guerriers de Bembereke, des opportunistes. À nouveau, bonsoir. Le préfet Alain Orunla et le premier adjoint au maire de Cotonou, Randis Romé Arwandjinou, ont procédé ce lundi 14 juin 2021 au lancement du BEPC au CEG d'Antokpa. Pour le compte du département du littoral, le top a été donné au CEG d'Antokpa par les autorités préfectorales et municipales. Le préfet Alain Orunla et le premier adjoint au maire, Randis Romé Arwandjinou, ont officiellement lancé les épreuves à 8 heures. C'était en présence du directeur départemental de l'enseignement secondaire, Robert Godinou, de l'adjoint au maire chef du 6e arrondissement, Denis Yolonfon, et autres. Les autorités ont invité les candidats à la sérénité et à la concentration. Sur les 145 934 inscrits, 14 993 candidats composent dans le littoral. Le lancement officiel au plan national a été fait par le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, M. Kouaro Yves Chabi, au CEG de Tokpa Domé dans la commune de Kwamassé, département de l'Atlantique. Depuis 2016, le Bénin change indéniablement et obtient quelques belles performances économiques malgré la crise liée au Covid-19 et à la fermeture de ses frontières avec le Nigeria. Sa croissance, 2,3% du PIB en 2020, est la plus forte de l'UEMOA. Sur le plan de la liberté de la presse, qui est l'un des piliers de la démocratie, plusieurs observateurs estiment qu'elle serait bafouée sous le régime Talon. Une thèse que réfute Agapite Napoléon Maforican qui dit que la presse est bel et bien libre sous ce régime et mise devant le sens élevé de la responsabilité. Je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire. La liberté, ce n'est pas l'absence de responsabilité. Donc, est-ce que les médias sont libres? Est-ce que j'ai l'impression? Oui, ils sont libres. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Il y a le poids des présenteurs. Il y a beaucoup d'autres. Il y a la qualité de l'entreprise. Il y a l'absence de modèle économique de l'entreprise de presse. Il y a beaucoup de questions à l'interne qui ne sont pas réglées et qui empêchent les médias de jouer leur rôle. C'est le seul secteur non impacté par le quinquennat. En tout cas, c'est l'un des rares secteurs non impactés par le premier quinquennat du président Talon. C'est quand même un problème. Alors que le président Talon avait, lors de son premier passage et dans son projet de société en 2016, avait dit qu'il ferait des changements à la HAC. Il a tenté dans le projet de révision de la Constitution, ça n'a pas fonctionné. Donc, mais à l'interne, il y a un gros travail encore à faire. Est-ce que les médias, est-ce que les raisons données pour supprimer le ministère de la Communication convainquent les médias? Mais pourquoi ça va convaincre les médias? Ils ne sont pas, ce n'est pas eux qui doivent dire s'il faut créer un ministère ou pas. Le chef d'État est libre de créer un ministère. La Constitution est claire que le président de la République nomme les ministres, il fixe leurs attributions mais fait leur fonction. La Constitution n'a jamais dit que le président de la République doit créer un ministère X ou Y. Donc, les professionnels des médias n'ont pas à être convaincus ou à ne pas être convaincus. Ils ont à faire ce qu'ils doivent faire. Ils seront toujours interlocuteurs au niveau du gouvernement ou au niveau de la HAC. Donc, c'est après que la HAC fasse sa mue. C'est une bonne chose. Et qu'elle se rapproche des fêtiers, des associations professionnelles. Et qu'elle travaille avec elles pour pouvoir sortir peut-être un modus opératoire qui permet de traiter les cas
de violence, de défis alors, au cours de déontologie. Donc, ces cas-là, presque de manière uniforme, c'est-à-dire que la HAC, qui est détenteur de pouvoir, donc de coercition, et l'ODEM qui est un tribunal des pairs plus accepté et donc plus légitimé. Je pense que c'est ce que nous avions appelé à l'époque la co-régulation. Et il me semble que, face à la dérégulation du secteur, avec l'avènement du numérique et du Web 2.0, il n'y a que la co-régulation pour permettre une sorte de maîtrise aujourd'hui des flux, aussi bien par le biais donc des smartphones que par le réseau classique des médias auxquels nous sommes habitués. Je pense que le chef de l'État a lancé une révolution dans le secteur des médias en se libérant, en se séparant de ce ministère de la communication. C'est une manière de responsabiliser le peuple SARAC, mais c'est une manière également de dire au secteur des médias, à l'entrepreneur de presse, aux professionnels des médias, de dire repensez votre profession, vous avez la main. Il appartient aux médias de reprendre la main et d'aller avec des propositions concrètes. Les problèmes sont connus, c'est les approches de solutions qu'il faut chercher. Et ça ne va pas être facile, comme je vous l'ai dit, avec l'avènement du Web 2.0, donc avec le numérique qui se développe à un rythme tel qu'il est question de s'asseoir et de se poser des questions sur le nouvel environnement des médias, sur le nouvel environnement des médias, quelle économie pour cet environnement. Déjà qu'on a déjà raté l'économie réelle des médias. Aujourd'hui, lorsque le marché publicitaire, qui est déjà trop exigu, lorsque vous n'avez pas la publicité de l'État, vous vous effondrez. Et vous voyez, les projets, ils crient, l'État, il n'y a pas de contrat. Mais un organe de presse ne peut pas vivre que de contrats. Il doit pouvoir vivre de beaucoup de choses. Donc, comme je vous l'ai dit, si je dois me lancer dans ça, je risque d'être très prolixe, un peu trop encore. Je pense qu'il est important plutôt que nous puissions, les projets des médias, les patrons, tous les secteurs, se retrouvent pour de larges réflexions. Et au regard de ça, sortir les points, les thématiques importantes, dégager les thématiques importantes et réfléchir sur l'avenir. Je pense qu'il y a encore, il y a une révolution dans le secteur qui est en cours, avec l'avènement des TNT, des RNT, la télévision numérique terrestre, les radios numériques terrestres. Quand tout ça va devenir réalité, je pense que vous allez voir que c'est un champ. Le secteur des médias aujourd'hui, presse, radio et télécommunications, ce secteur est en plein changement et il faudrait que les promoteurs, les spécialistes et les patrons, les professionnels des médias, il faudrait qu'ils se réveillent et qu'ils se retrouvent pour vraiment réfléchir sur l'avenir du secteur. Autrement, demain, elle risque de disparaître. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, est dorénavant le nouveau gouverneur de la Banque mondiale. Il remplace le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchane. Suite à la formation du premier gouvernement de Patrice Talon II, Abdoulaye Bio Tchane n'est plus membre du Conseil des gouverneurs de plusieurs instances financières. Selon Africazoom, il s'agit entre autres de la Banque mondiale et de la Banque islamique de développement. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, assure cette fonction autrefois confiée au ministre du Plan. L'Arabie saoudite interdit le pèlerinage à la Mecque 2021 aux étrangers et limite l'inscription pour les citoyens saoudiens et les résidents présents sur le territoire. L'annonce a été faite ce samedi 12 juin 2021 par le ministre du Hajj. Les fidèles béninois et ceux des autres pays sont encore privés du grand pèlerinage à la Mecque cette année. Malgré la disponibilité du vaccin, il existe une incertitude sur le virus et certains pays enregistrent encore un nombre élevé de cas de Covid. L'autre défi réside dans les différentes variantes du virus, d'où la décision de restreindre le Hajj, justifie le ministre saoudien de la Santé du Royaume Taoufik Al-Rabia. Selon le ministère du Hajj et de la
Omra dans un communiqué relayé par l'agence officielle ESPA, considérant la foule immense qui effectue le Hajj en passant de longs moments dans plusieurs endroits spécifiques, le plus haut niveau de précaution sanitaire est nécessaire. Le pèlerinage aura lieu en juillet. Le Café Média Plus du 11 juin dernier a reçu Kodjo Ngueme, un Béninois de la diaspora qui lance le débat autour de l'industrialisation de la culture. Dans son propos liminaire, le communicateur explique sa présence dans les médias. En effet, c'est vrai que, on va dire, depuis un mois et demi, Oui. j'essaye de prendre un peu plus la parole, de me faire connaître aussi auprès de nos compatriotes, parce qu'il m'a été reproché dans le réseau que, avec mon expérience, mon expertise et mon envie aussi de contribuer depuis déjà beaucoup d'années à l'essor de notre secteur culturel au Bénin, qu'il fallait que je prenne la parole, que j'essaie de lancer le débat. Parce que après tout, ce que je fais aujourd'hui, c'est lancer un débat. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là pour diriger, accompagner le secteur et faire vivre les choses. Et il est du rôle des privés, quand ils ont des choses à dire ou s'ils ont une expertise à partager, de prendre la parole et d'émettre quelques éléments de langage qui peuvent permettre de peut-être revoir certains mécanismes. Pour ma part, j'interviens parce que j'ai extrêmement évolué sur des marchés où le secteur culturel a pris un virage depuis plusieurs décennies, où on est passé d'une vision antique, historique et sociale en des problématiques plus modernes. Sur le plan africain ou international. Mais j'estime que l'Afrique n'est pas une partie du monde, n'est pas exclue du monde. Oui. Donc ce qui marche aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud ou au Nigeria peut marcher au Bénin, au Tchad, en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire amorce bien le virage aussi. Et donc sur ces marchés-là, justement, on a plus vraiment une approche, on va dire, économique, productif, et donc en finalité industrielle de nos cultures. Le promoteur de la chaîne DBM et de la Nouvelle Donne Musique estime que l'industrie culturelle repose sur trois piliers que sont l'industrie musicale, l'industrie cinématographique et l'industrie des médias. Il a fait son développement au micro de Carles Kitome. C'est un domaine très vaste. Ça ne se résume pas qu'à la musique. Il y a différents corps de métier dans l'industrie culturelle. Mais quand on veut construire une maison, il faut quand même poser des fondations et avoir des piliers sur lesquels se reposer. Donc moi, je pars de ce principe-là que dans le domaine culturel, ailleurs, les piliers de ce secteur, pour rendre ça productif, économique et industriel, sont essentiellement 2-3 branches. Il y a donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie de la musique. Oui. D'accord. Il y a ce qu'on appelle l'industrie cinématographique. Et moi, je rajouterais un troisième élément qui est l'industrie des médias. Ah. Oui, très important parce que quand vous rassemblez ces trois industries,
on arrive à ce qu'on appelle communément le secteur de l'entertainment. D'accord? Parce que les médias constituent un pôle extrêmement important pour donner de la visibilité, accompagner toutes ces productions. Parce que vous avez beau produire les meilleurs supports, les meilleurs films, si vous n'avez pas un impact fort en matière de promotion, de visibilité, vous n'aurez pas d'impact réel par rapport à cela. Donc c'est très important de vraiment associer la notion médiatique à l'industrialisation. C'est ça. Et maintenant, quand on a ces piliers, ces piliers ont fait leur preuve en matière de productivité, de rentabilité, un peu partout dans le monde. Ça crée des richesses, ça crée des revenus qui nourrissent ces acteurs. Et dans ces branches-là, quand on parle de ces industries, il y a énormément de métiers qui peuvent se retrouver de façon transversale dans différents corps de métiers. D'accord? Donc, moi, je lance ce débat. Par exemple, aujourd'hui, si je suis assis à côté de vous, à donner mon temps, à prendre la parole, à payer dans les médias pour parler pour l'intérêt commun, c'est parce que j'ai la chance, depuis plus de 20-25 ans, de produire des artistes et d'avoir compris le mécanisme de l'industrialisation. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. Le gouvernement malien désigné le 11 juin dernier s'est réuni ce dimanche pour la première fois autour du Premier ministre Choguel Maïga. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a divulgué les priorités de l'action gouvernementale. Dans la salle de réunion de la primature, l'ambiance est studieuse pour ce premier conseil de cabinet de la nouvelle équipe gouvernementale. Autour de la table, des membres de la coalition du M5R FP, des militaires, quelques politiques et des profils plus technocrates. Dans le but de redéfinir les priorités des réformes à engager, Choguel Maïga promet l'organisation d'assises nationales de la refondation. Choguel Maïga a promis de mener des poursuites judiciaires contre les responsables de la répression des manifestations de juillet 2020, à l'époque organisées par la coalition du M5 dont il est membre. Félix Tshisekedi est à Goma depuis samedi. Ce dimanche 13 juin, il s'est exprimé pour la première fois sur les raisons de son déplacement dans cette ville qui a été touchée par la coulée de la lave consécutive à l'éruption volcanique du 22 mai. Le chef de l'État congolais a fait des annonces qui concernent les besoins humanitaires, mais aussi la sécurité dans la région. Dans la région, pour une dizaine de jours, le président congolais s'est montré rassurant par rapport à l'aide à apporter aux sinistrés. Félix Tshisekedi a promis de tout mettre en œuvre pour accélérer la mise en place des logements temporaires pour plus de 15 000 personnes dont les maisons ont été détruites. Devant les journalistes, il a affirmé que dès ce lundi, il ira visiter les sites qui ont été identifiés à ce propos. Le chef de l'État congolais annonce qu'il ira également à Béni. Les violences dans la région se poursuivent en dépit de mesures de l'état de siège. La crise humanitaire au Tigré suscite l'inquiétude du pape François. Devant les fidèles rassemblés à la place Saint-Pierre ce dimanche 13 juin, le souverain pontife a lancé un appel pour que cessent les violences dans la région et que les civils soient épargnés de la famine. Selon les agences humanitaires de l'ONU, 350 000 personnes sont en situation de famine au Tigré et 30 000 enfants sont menacés de mort si une aide alimentaire d'urgence ne leur est pas apportée. Sans les nommer, le pape a d'ailleurs remercié tous les acteurs humanitaires sur le terrain qui viennent en aide aux populations civiles. Sport pour mettre un terme à cette édition.
ESAEFC battu, Buffle tenu en échec, Dragon grand vainqueur de la 14e journée de la Super League Pro. Les Oranges et Noirs ont dominé Éternel FC 1-0 à craquer grâce à un but signé Luc Biabia à la 19e minute. Avec cette troisième victoire d'affilée, Dragon revient à 2 points de la deuxième place et à 5 longueurs du leader Buffle FC à 4 journées de la fin du championnat. Lafiou Yessoufou, son entraîneur, a exprimé son satisfait au micro de Colombe Ronceau et Samuel Aguiar. Nous sommes très ravis d'avoir ces 3 points ce soir. Je pense que c'est une très bonne opération pour nous d'aller gagner une grosse équipe éternelle dehors. Il faut reconnaître que ça n'a pas été facile. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Et je profite pour remercier les joueurs parce qu'ils se sont véritablement donnés. Je pense que dans l'ADN des Dragons de l'OM, c'est les meilleurs. Il faut qu'on continue, qu'on fasse l'effort de tisser la nouvelle corde à l'ancienne qui est déjà là où, au niveau des titres, c'est les Dragons de l'OM qui prennent la place au Bénin. Prochainement, on va sortir encore, on va à Odio, on va jouer à Lokossa, un autre match difficile, mais nous allons essayer de jouer, faire comme d'habitude, essayer de rester dans la même dynamique pour gagner des matchs. À Lokossa, ESAEFC s'est incliné face à Beki FC, 1-2. Les poulains de Mathias Deguenon ont présenté une pâle figure devant des guerriers de Bembereke très opportunistes. Suivez les réactions contrastées de Mathias Deguenon et de son homologue Arafat Orou Agoro à la fin de la rencontre. Sur 2 erreurs, on a permis à l'adversaire de nous abattre parce que je crois quand vous voyez les buts qui ont été marqués, ce sont des buts qu'on a offerts, on a remis l'âme à l'adversaire pour nous abattre et je crois que c'est là où il y a plus de regrets parce que c'est un match que nous ne devons pas perdre après celui que nous avons fait la dernière fois à Cotonou. Il fallait rester sur cette dynamique mais malheureusement et je crois que ce soir on est tombé les armes à la main. Oui, un coup tactique. Je connais bien Mathias Deguenon, je connais bien l'équipe de Jae. On a fait la phase aller et le match aller avec eux. Donc contre eux, bon, je connais bien l'équipe, je sais comment l'équipe joue. Ni de ce carton rouge, vous-même vous imaginez, mais c'est le football. Tout peut arriver. Donc félicitations aussi au coach qui, en pleine guerre, a pris aussi l'équipe. Ce que j'ai vu vraiment, c'est pas mal. Je lui souhaite bon vent pour la suite. Et justement, puisque l'adversaire, nous l'avons déjà joué de l'autre côté chez eux, l'adversaire nous a gagné 3-1 et je crois que c'est les mêmes erreurs que nous avons commises à l'aller que nous venons de reproduire ce soir. C'est ça qui m'a plus énervé parce que un seul attaquant pour 2 défenseurs, je crois qu'en temps normal, on doit avoir le dessus. Mais malheureusement, c'est le contraire qu'on a constaté. Et c'est sur les mêmes erreurs que nous avons encaissé les 2 buts. C'est ça qui fâche et je crois que c'est une grosse déception ce soir, une très grosse déception. Mais comme je l'ai dit tantôt, rien n'est fini. On a 4 journées précises que nous allons nous concentrer pour les jouer pleinement. On a eu à enchaîner 3 matchs où on a enduré un mauvais temps, mais aujourd'hui on s'est dit que parce qu'au cours de chaque parcours il y a des accidents, donc il fallait renouer avec la victoire pour essayer de remettre tout en place. C'était important, c'est bien vrai que nous n'avons pas de pression à jouer les titres continentaux, mais aujourd'hui il faut faire le job, continuer à faire la visibilité des jeunes et parler encore de Beki, c'est le plus important pour nous.
Buffle a été contraint au partage des points par Damissa dans le derby du Septentrion. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge. Résultat identique entre Requin et Ayema à René-Pleven. Assos et AS Cotonou se sont neutralisés, un but partout. Dynamo de Parakou a écrasé Audio 3-0. Buffle reste leader avec 30 points, soit 3 unités de plus que son dauphin Esaü. Dragon 25 points reste au contact des deux places qualificatives pour les compétitions africaines. Audio et Assos sont dans les profondeurs du classement. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.esautv.bj. Bonsoir.